Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravi de vous accueillir ici au sein du CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer. Alors, je ne vais pas refaire tout le petit laïus sur le CIRC, on l'a fait tout à l'heure, on a fait une petite visite, vous pourrez demander à vos collègues. Juste pour vous dire qu'on est une agence spécialisée de l'OMS, et dans ce cadre-là, on est ravi de pouvoir travailler avec le Centre Léon Bérard pour cette série d'échanges, comme on l'a appelé, qu'on fait déjà depuis plusieurs années, qu'on fait en collaboration. Généralement, c'est une fois chez l'un, une fois chez l'autre. Et je suis ravi de pouvoir vous accueillir ici, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas fait en physique non plus. Et ravi de voir autant de monde, c'est-à-dire que le sujet, pour sûr, est un sujet très intéressant et qui nous concerne tous. Donc vous allez avoir la chance aujourd'hui de pouvoir écouter deux intervenantes, le docteur Marie Schubacher-Beringan, qui est la chef de notre programme des monographies au sein du CIRC, et le docteur Astrid Kost, qui travaille pour le Centre Léon Bérard. Et elles vont toutes les deux vous expliquer un petit peu plus cette idée de pesticides et de cancer, ce qu'on sait aujourd'hui au niveau de la recherche, et puis comment on peut essayer de se prévenir des effets néfastes des pesticides sur l'être humain. Encore une fois, merci à vous d'être venus. Je pense qu'on aura le temps après pour une partie de questions-réponses aussi. Vous pourrez bien entendu poser vos questions aux deux intervenantes qui seront un plaisir de pouvoir y répondre. De cela, je ne vais pas vous prendre plus de temps. Je vais laisser la place à Pierre Hainaut, qui est le président du CLARA, donc du cancéropôle régional, et qui va pouvoir aussi vous faire un petit mot d'accueil pour cette soirée d'échange. Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est un plaisir, au nom du cancéropôle CLARA, d'introduire cette soirée consacrée aux pesticides et cancers et à la prévention, au nom du cancéropôle CLARA. Alors, le cancéropôle CLARA, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une petite structure qui est mise en place par la stratégie décennale que la France développe pour la lutte contre le cancer et qui a pour but de coordonner l'action des chercheurs et de tous les acteurs de l'innovation sur le territoire pour faire en sorte de produire de la valeur. Alors quand on parle de produire de la valeur en recherche, on pense tout de suite à de la valorisation économique, des brevets, des start-up, etc. Et on fait ça. On soutient grâce à l'aide des collectivités du territoire des projets d'innovation, de création d'entreprises et de transfert des découvertes des laboratoires vers de nouveaux produits et de nouveaux services pour les patients, mais aussi d'autres types de valeurs scientifiques, évidemment, déjà entre les scientifiques, de la multidisciplinarité, qui se connaissent, qui travaillent ensemble, qui partagent leurs ressources, de la valeur humaine autour de la place donnée au patient, du fait de mettre le patient au cœur du dispositif. Et nous avons à ce titre un appel à projet qui a pour but de financer des projets de recherche qui sont menés en binôme par des patients et des chercheurs. Le patient doit être non seulement le sujet de la recherche, mais doit être un acteur dans le programme de recherche. Et puis de la valeur sociétale, c'est-à-dire faire en sorte que l'expertise de nos chercheurs, de tous les experts, nos médecins, experts de laboratoire, contribue directement à améliorer la qualité de vie des citoyens et des personnes sur notre territoire, le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et de ce point de vue-là, une des choses que nous mettons en avant au CLARA, c'est que le cancer, c'est le reflet dans le corps des gens des écosystèmes dans lesquels ils vivent. Et c'est absolument visible lorsque l'on regarde les cartes de répartition des cancers, au niveau national comme même au niveau du territoire de la région Rhône-Alpes. Par rapport à la France en général, dans la région Rhône-Alpes, on est un petit peu mieux. On a 12% de la population, 8 millions de personnes en région Auvergne-Rhône-Alpes, et on a 9% des cancers. Ça veut dire qu'on a un peu moins de cancers que les autres régions, en particulier le Nord, qui est beaucoup moins bien, où il y a beaucoup plus de cancers, notamment liés aux vieilles industries, etc., que dans nos régions. Mais maintenant, quand on regarde sur cette carte comment les cancers se répartissent à l'intérieur du territoire régional, les disparités sont absolument spectaculaires. La carte de mortalité par cancer penche vers l'ouest de la région. Toutes les régions vers l'Auvergne et les régions les plus agricoles ont une surmortalité par cancer par rapport aux régions un peu plus riches, la région lyonnaise et puis tout le sillon alpin vers le lac Léman, où il y a moins de mortalité par cancer.
Et il y a une image frappante que j'utilise d'ailleurs souvent quand je parle de ces sujets avec nos différents interlocuteurs au Cancéropole. Vous prenez cette carte de la mortalité et puis vous prenez un des indices de l'INSEE. On a la chance en France d'avoir un institut statistique qui compile des tas de choses. Et donc il y a des indices qui permettent de mesurer ce qu'on appelle la défaveur sociale. C'est l'emploi, les ressources, le vieillissement de la population, l'accès à l'éducation, plein de choses intégrées dans cet indice-là. Et la superposition entre la carte de la mortalité par cancer et de la défaveur sociale nous donne vraiment la clé. C'est l'écosystème au sens large qui est la principale explication des inégalités en termes de cancer. Et dans l'écosystème, il y a les modes de vie, il y a l'accès aux soins, mais aussi les facteurs de risque et les expositions. Et c'est de ça que vous allez parler ce soir. Les pesticides représentent, et c'est une prise de conscience de plus en plus importante au cours des 20 dernières années, un élément très très important d'exposition dans nos territoires. On s'en est d'abord rendu compte autour de populations qui étaient vraiment spécifiquement très exposées, notamment des travailleurs de l'agriculture qui étaient en première ligne. Mais maintenant, avec l'utilisation massive de pesticides dans l'agriculture industrielle, les pesticides sont partout autour de nous, pas simplement dans les campagnes, pas simplement auprès des agriculteurs, mais comme vous allez le voir, ils sont aussi présents dans nos milieux urbains. Et donc ils représentent une réalité contre laquelle il faut se prémunir, être conscient, connaître les risques, comprendre pourquoi ils sont toxiques, savoir quoi faire, et c'est de ça que vous allez parler aujourd'hui. Donc le CLARA est impliqué dans cette démarche depuis maintenant une dizaine d'années à travers toute une chaîne de projets. Ce sont les projets de la chaîne CIGEXPO. Il y en a plus, on vous êtes décliné, vous allez voir de quoi il s'agit. Ce sont des projets pour lesquels on travaille avec les collectivités du territoire, en particulier ici avec la métropole de Lyon. Identifier des actions que la métropole de Lyon veut introduire dans ses politiques publiques, les porter auprès des chercheurs de notre réseau pour stimuler, pour identifier des acteurs qui peuvent répondre à ces attentes des collectivités, et à partir de là, monter des projets de recherche et d'intervention qui permettent vraiment de faire des différences. Et donc voilà, on va donner la parole aux acteurs de ces programmes-là, et vous allez pouvoir d'abord voir ce qu'ils ont fait, et puis je pense aussi récupérer beaucoup d'informations critiques et d'informations scientifiques de valeur sur la situation des expositions aux pesticides et sur ce qu'on peut faire pour s'en prémunir. Voilà, je vous souhaite une soirée intéressante, pleine de questions, et je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Marie Schubauer-Berrigan et je suis chef de la branche synthèse de données et classification et également la chef du programme de monographie du cirque. Je suis très heureuse d'être ici pour cette soirée grand public. Je suis accompagnée par M. Clément Chauvet qui m'aidera pour la traduction anglais-français si nécessaire pour les Q et A. Merci. Voici le sommaire de ma présentation. Je décrirai en premier le protocole d'évaluation des monographies. Ensuite, je résumerai la synthèse des évaluations réalisées par les monographies sur les pesticides et les recommandations du groupe consultatif pour les évaluations futures des pesticides dans les monographies de cirque. Les monographies de cirque sont considérées comme l'encyclopédie mondiale des cancérogènes. Plus de 1040 agents ont été évalués par le programme. Les résultats de ces évaluations sont présentés ici. 129 agents ont classé cancérogènes pour l'homme, groupe 1. 96 agents
ont été classés probablement cancérogènes pour l'homme, groupe 2A, et 321 agents ont été classés peut-être cancérogènes pour l'homme, groupe 2B. Ils peuvent être chimiques, physiques, biologiques, mélanges complexes, facteurs liés au mode de vie et des expositions professionnelles. Il faut rappeler que des évaluations sont utilisées par les agences de santé nationales et internationales comme une source d'informations scientifiques sur des agents cancérogènes connus ou suspectés et comme support scientifique pour les actions entreprises dans la prévention. Les monographies du cirque sont une initiative globale. Depuis 1971, plus de 1400 scientifiques de 59 pays ont participé aux monographies. Ce sont elles et eux qui font les évaluations et rédigent les monographies. Quelles sont les données évaluées par les groupes de travail pour intégration des 3 types d'indications? Pour cancer chez l'humain, ce sont les études épidémiologiques, comme les études cohortes, cas témoins, et plus rarement les études intervention ou les essais randomisés. Pour cancer chez l'animal, ce sont les études de cancérogénicité sur les animaux laboratoires. Pour données mécanistiques, ce sont les études d'absorption, distribution, métabolisme et excrétion, et on dit l'ADME, et les caractéristiques clés des cancérogènes. Le groupe de travail évalue également les données d'exposition chez l'humain. Comment le programme des monographies évalue-t-il les indications de cancérogénicité? C'est un processus en 5 étapes. Dans la première étape, le secrétariat du programme identifie les études pertinentes. Dans la deuxième étape, il choisit et organise les études qui sont pertinentes pour l'évaluation. Lors de la troisième étape, les experts du groupe de travail évaluent la qualité des études et rapportent les aspects pertinents pour l'évaluation. Dans la cinquième étape, les experts sont convoqués pour une réunion de 8 jours ici, à Cirque, à Lyon, pour synthétiser les indications. Cette synthèse est décrite ci-dessous. En premier lieu, les indications sont synthétisées et catégorisées selon les données des indications chez l'homme, chez l'animal, ainsi que les données mécanistiques. Nous avons des termes bien spécifiques pour ces évaluations. Pour l'homme, les termes indications sont suffisants, limités, inadéquats et suggérant l'absence de cancérogénicité. Ces termes sont utilisés pour décrire l'évaluation pour chaque type de cancer. Pour le cancer chez l'animal, les mêmes termes sont utilisés, mais ils sont appliqués globalement, plutôt qu'au niveau de chaque type de cancer. Pour les données mécanistiques, différents descriptifs sont utilisés. Dans la dernière étape, ces 3 flux d'indications sont réunis pour arriver à une évaluation globale. Groupe 1, qui est cancérogène pour l'homme. Groupe 2A, probablement cancérogène pour l'homme. Groupe 2B, peut-être cancérogène pour l'homme. Et groupe 3,
qui est inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'homme. Alors, comment l'évaluation globale est-elle atteinte? Comme le montre ce graphique, cela dépend du niveau d'indication dans chacun des 3 volets. Si les indications sont jugées suffisantes pour un ou plusieurs types de cancer humain, l'agent est classé dans le groupe 1. Sinon, cela dépend des 2 autres lignes de preuve. Si les indications de cancer sont suffisantes chez l'animal et qu'il existe de fortes données mécanistiques chez les humains exposés, alors le groupe 1 est également atteint. Si les indications sont jugées au maximum limitées pour le cancer humain, et si les indications de cancer sont suffisantes chez l'animal, l'agent est classé dans le groupe 2A. Si les indications de cancer sont suffisantes chez l'animal et qu'il existe de fortes indications mécanistiques chez les cellules humaines, le groupe 2A est également atteint. Pour le groupe 2B, il existe une seule ligne de preuve et c'est moins que suffisante chez l'humain. Voilà, c'est ça. Maintenant, il est très important de faire la distinction entre danger et risque. Les monographies évaluent le danger cancérogène, c'est-à-dire l'agent peut-il provoquer le cancer dans au moins certaines conditions et niveaux d'exposition, tandis que les programmes nationaux et internationaux évaluent le risque cancérogène, c'est-à-dire quel est le niveau de cancer attendu pour un niveau et une voie d'exposition donnée. C'est très important de noter que dans le cas des pesticides, la plupart des informations proviennent d'études menées auprès des travailleurs qui appliquent les pesticides. Maintenant, je résumerai les évaluations réalisées par les monographies sur les pesticides. Au cours de 10 années, 2 volumes de monographies ont été publiés sur le thème des pesticides. Dans le volume 112, 5 pesticides ont été évalués. Le diazinon, le glyphosate et le malathion ont été classés dans le groupe 2A. Et le parathion et le tétraclovinphos dans le groupe 2B. Dans le volume 113, le lindan a été classé dans le groupe 1, le DDT dans le groupe 2A et le 2,4-D dans le groupe 2B. Je montre ici un exemple de la manière dont la classification de glyphosate a été établie. Les indications de cancer chez l'homme ont été classées comme limitées sur la base d'études d'exposition en conditions réelles chez des travailleurs utilisant des préparations à base de glyphosate. Les indications de cancer chez l'animal ont été classées comme suffisantes sur la base d'études expérimentales utilisant du glyphosate pur. Les indications mécanistiques ont été jugées fortes sur la base d'exposition réelle chez les travailleurs manipulant l'herbicide et sur les études expérimentales sur le glyphosate pur et les formulations. Dans l'ensemble, une classification du groupe 2A a été atteinte. Quels types de cancers sont associés à ces pesticides? En dessous de ces pesticides, c'est avéré l'indication suffisante. Il s'agissait du lindan pour lymphome non-hodgkinien ou LNH. Pour le DDT, l'indication était limitée pour le LNH
et les cancers de foie, des voies biliaires et des testicules. Pour le diazinon, l'indication était limitée pour le LNH, leucémie et le cancer du poumon. Pour le glyphosate, l'indication était limitée pour juste LNH. Pour le malathion, l'indication était limitée pour le LNH et le cancer de la prostate. Enfin, je résumerai les recommandations du groupe consultatif pour les évaluations des pesticides dans les monographies du CIRC. En mars de cette année, le CIRC a réuni un groupe consultatif composé de 28 scientifiques de 22 pays. Aucun d'entre eux n'avait de conflit d'intérêt. Ici, c'est très coloré. Ce sont les priorités recommandées par le groupe consultatif pour l'évaluation par les monographies du CIRC au cours de la période 2025 à 2029. 126 agents ont été recommandés avec une priorité haute et 17 avec une priorité moyenne. Et pour les pesticides, dans le cadran supérieur droite, nous avons de nombreux pesticides. Les couleurs de l'image montrent les flux de données qui ont contribué à la priorité. Les études professionnelles sur le cancer chez les humains et les indications mécanistiques seront essentielles dans ces évaluations. Pour d'autres pesticides, les indications de cancer chez l'animal ou les données mécanistiques seront les plus importantes. Nous avons planifié 3 de ces pesticides pour une réunion de monographie qui aura lieu en octobre 2025, la prochaine octobre. Pour l'herbicide atrazine, les indications de cancer chez l'humain et les données mécanistiques seront les plus importantes. Pour l'herbicide alachlore et le fongicide vinclozolin, le cancer chez l'animal et les données mécanistiques seront les plus nombreuses. Les appels à nomination des experts et à données pertinentes pour ces agents ont été lancés sur notre site Internet et sont ouverts jusqu'au 16 décembre 2024 et 22 septembre 2025, respectivement. Voici, en conclusion, le site Internet de monographie du CIRC où l'on peut avoir plus d'informations sur le programme de monographie. Le CIRC encourage le grand public, la communauté scientifique, les agences nationales de santé à désigner des agents pour les évaluations futures par le programme de monographie. Le site Internet contient également le préambule des monographies du CIRC qui décrit toute la méthodologie et beaucoup d'autres informations. Nous tenons à remercier le Centre Léon Bérard pour leur soutien, notamment pour la traduction d'une partie des matériaux. Merci beaucoup. Enfin, je tiens à remercier les organismes qui subventionnent le programme de monographie, listés ici, et merci beaucoup pour votre aimable attention. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je suis Astrid Coste, je suis épidémiologiste au Centre Léon Bérard
au département prévention cancer environnement. Et Marie a évoqué avant moi les liens établis entre pesticides et cancers dans les monographies du CIRC. Ces résultats s'appuient essentiellement sur des études portant sur les expositions professionnelles, donc des sujets fortement exposés aux pesticides. Dans ma présentation, je vais me concentrer sur les expositions aux pesticides de la population générale, avec un focus sur les données françaises, et évoquer les liens connus avec le risque de cancer pour terminer sur la campagne de prévention des expositions aux pesticides que nous menons au Centre Léon Bérard en collaboration avec le CLARA et la métropole de Lyon. Donc, tout d'abord, on distingue différentes sources d'exposition en population générale. L'exposition d'origine agricole. Donc, l'usage de phytosanitaires va contaminer les milieux, l'environnement, l'eau, l'alimentation, l'air. Ça, c'est une des sources. Une autre source, c'est notre utilisation domestique de pesticides qui va contaminer aussi nos logements et dans le cadre du jardinage, l'environnement extérieur. Et enfin, la dernière source qui est plus difficile à estimer, c'est l'utilisation de pesticides dans certains lieux ouverts au public, les espaces verts, les équipements sportifs, etc. En population générale, on estime que les sources et voies d'exposition principales sont l'ingestion d'eau et d'aliments contaminés, même si la part de chaque source et voie reste incertaine et dépend beaucoup des habitudes de consommation et de la région d'habitation. En France, on a un contexte agricole important. On est un pays avec une activité agricole importante. Donc la source d'exposition agricole est importante. On a la moitié du territoire français qui est dédié à l'activité agricole. Et comme nous sommes dans le cadre d'une agriculture essentiellement intensive, on a une utilisation importante de produits phytosanitaires. Depuis une dizaine d'années, elle oscille entre 60 000 et 80 000 tonnes de produits vendus par an. Quand on le rapporte à la surface cultivée, ça fait à peu près 3,5 kg de pesticides épandus par hectare. Donc ça, c'est une estimation de 2022. On est un peu au-dessus de la moyenne européenne là-dessus. Et donc ces produits phytosanitaires sont essentiellement des fongicides et des herbicides et utilisés sur certaines cultures en particulier, comme la viticulture ou le blé. Afin d'estimer la contamination de l'environnement par cette activité agricole, les eaux sont surveillées obligatoirement en France depuis 1998. Et aujourd'hui, ce sont les agences régionales de la santé et les producteurs et distributeurs d'eau qui contrôlent les eaux potables. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, donc l'ANSES, fixe, elle, la méthode et la liste des pesticides et métabolites pertinents à surveiller. Donc les métabolites, ce sont des molécules issues de la dégradation des pesticides. Et les études montrent que presque toutes les eaux en surface ont été contaminées, et une grande partie aussi des eaux souterraines, par des résidus de pesticides en France métropolitaine. Et une étude en 2022 qui réunissait toutes les données de surveillance de l'eau au niveau français montrait que 27 départements avaient eu moins de 80% de la population desservie par une eau conforme en permanence. Des fois, les seuils étaient à peine ponctuellement dépassés. Des fois, c'était des contaminations plus importantes. Et dans le cas justement de ces contaminations plus importantes, 5 substances ont été retrouvées le plus fréquemment, donc des métabolites de pesticides. Et parmi eux, on peut noter qu'il y a des métabolites de l'atrazine, qui est un herbicide qui a été interdit en France depuis 2003, mais qui est persistant dans l'environnement et qu'on retrouve encore dans les eaux. Autre source de contamination, l'alimentation. Pour cela, nous avons les données de l'enquête de l'alimentation totale française 2, conduite par l'ANSES en 2006, qui nous donne quelques indications. Et elle trouvait que dans la moitié des aliments analysés, au moins une substance avait été détectée, au moins un pesticide avait été détecté. Cependant, ces niveaux de contamination étaient faibles, en dessous des valeurs de référence toxicologique.
sauf pour une seule substance, le diméthoate, utilisé sur les cerises. Et donc, il a été depuis interdit. Et donc, ça aurait pu représenter un risque chez vraiment des très grands consommateurs de cerises. Donc, on commence à surveiller aussi l'air en France, et l'ANSES, en partenariat avec l'INERIS et les ASCA, ont conduit une campagne nationale exploratoire entre 2018 et 2019 pour établir une liste de pesticides prioritaires à surveiller. Ils ont notamment mis des pesticides interdits depuis longtemps sur cette liste, puisqu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des contaminations de pesticides permanents dans l'environnement, dont le lindane. Donc Marie vous en a parlé, le CIRC le considère comme un cancérogène certain, et c'est un organochloré qui a été interdit en 1998, mais qui est persistant dans l'environnement et qu'on retrouve encore dans différents milieux. Enfin, il y a l'étude Pestiris chez les riverains des vignes, qui est en cours et menée par Santé publique France, et les résultats viendront en 2025 normalement. Donc ça, c'est pour les contaminations de l'air, de l'eau et l'alimentation. La population générale est aussi une grande utilisatrice de pesticides dans le cadre domestique, comme l'a montré l'étude PestiHome, aussi conduite par l'ANSES en 2014. Donc il y avait un panel de ménages qui avait été interrogés sur leur habitude d'usage de pesticides, et il en ressortait que 75% des ménages utilisaient au moins un pesticide dans l'année. Et parmi ces usagers, la plupart utilisaient des insecticides. C'était ça qui était le plus utilisé. Et autre donnée importante, c'est les usagers. 60% des usagers jettent les produits à la poubelle, ce qui peut entraîner ensuite des contaminations aussi de l'environnement, alors qu'il est recommandé de les amener à la déchetterie. Autre source d'exposition, c'est l'usage de pesticides sur d'autres espaces, les voiries, les voies ferrées, les espaces communaux, les terrains de sport, etc. Et là, on a très peu de données à ce sujet. C'est difficile d'estimer l'exposition de la population à ces épandages. Mais on a la loi Labbé en 2017 qui a permis de réduire cette source d'exposition, puisqu'il y a une interdiction progressive d'usage de phytosanitaires sur ces espaces, en plusieurs étapes. Il y a d'abord c'était une interdiction seulement pour les personnes publiques. Ensuite, à partir de 2019, c'est les individus, les particuliers qui n'avaient plus le droit d'utiliser de produits phytopharmaceutiques dans leur jardin. Et enfin, il y a une extension de cette interdiction sur d'autres espaces et acteurs, qui est prévue un peu plus tard, 2022 et 2025, sur différents espaces, équipements sportifs, terrains de golf, etc. Donc ça, c'est pour les données qu'on a sur les sources d'exposition. Quand on regarde la contamination de la population générale, on a l'étude de la cohorte ELF, donc mère-enfant, qui a débuté en 2011, et qui montrait, à partir d'échantillons d'urine, chez près de 1000 femmes enceintes, que l'exposition aux insecticides pyrétrinoïdes était généralisée. Les insecticides pyrétrinoïdes, c'est ceux qui sont aujourd'hui les plus fréquemment retrouvés sur le marché. Et l'exposition était plus rare aux organophosphorés et aux herbicides triazine, qui sont des substances qui ont été progressivement interdites depuis les années 2000. Une sous-étude de cette cohorte ELF sur des prélèvements de cheveux montrait que les sujets étaient exposés à de multiples substances, de multiples pesticides, d'origine agricole ou domestique, la permétrine notamment, qui est autorisée dans un usage domestique. Donc il y a des expositions complexes et multiples de la population, même si c'est à des faibles doses. Ensuite, l'autre source récente sur l'exposition de la population, c'est l'étude transversale Esteban de Santé publique France, donc conduite entre 2014 et 2016, chez les enfants et les adultes, avec pareil l'analyse d'échantillons d'urine pour mesurer les expositions. Et il concluait qu'il y avait quand même une petite diminution des niveaux d'exposition de la population depuis la dernière étude qui avait été faite en 2006, et que ces niveaux étaient comparables à des niveaux retrouvés en Europe ou en Amérique du Nord. Et donc, pareil, il trouvait que les adultes et les enfants étaient exposés à des pérétrinoïdes, donc toujours les mêmes, et à des organophosphorés. Et surtout, on trouvait certains organochlorés aussi chez les adultes, dont le lindane, dont on a déjà parlé, qui est persistant dans l'environnement et qui a été détecté chez 50% des sujets.
Donc là, j'ai fait un panorama au niveau national des données qu'on a. Maintenant, je vais me focaliser sur les données régionales en vous présentant les études CIGEXPO conduites par le Centre Léon Bérard et des partenaires, dont le CIRC et d'autres, et soutenues par différents financements du CLARA, de la région, de la métropole de Lyon et de la Fondation de France. Le projet CIGEXPO, qui est conduit en 2012, se focalisait sur l'analyse de poussière domestique en Rhône-Alpes. Le projet CIGEXPOSOME en 2014, lui, s'intéressait à l'exposition aux pesticides en zone viticole dans le Beaujolais. Et en 2018, un projet a été mené sur l'exposition aux pesticides de la population de la métropole de Lyon. Donc sur ce premier projet CIGEXPO, on avait donc 239 foyers qui avaient été recensés. On a collecté des poussières dans ces foyers, dans 4 zones différentes de la région. Et donc il y avait 3 zones agricoles et une zone urbaine dans la ville de Lyon. Et parmi les pesticides détectés, donc il y en avait 125 qui avaient été détectés sur 276 recherchés, on trouvait des pesticides interdits, donc toujours le lindane qu'on retrouve et le DDT, et aussi beaucoup de pesticides d'origine domestique. Mais c'est la part de domestique et des pesticides d'origine agricole variait bien sûr selon la zone. Il y en avait plus de pesticides d'origine agricole dans les zones plus agricoles, donc proches de l'arboriculture ou de la viticulture, alors qu'en région urbaine, c'était majoritairement des pesticides bannis et des pesticides d'origine domestique, même s'il y avait aussi un peu de pesticides liés à une activité agricole. Dans l'étude CIGEXPOSOME dans le Beaujolais, on a recruté 166 hommes, donc 118 résidents riverains de vignes, et 48 applicateurs professionnels dans le Beaujolais. Il y a eu trois périodes de prélèvement, donc en juillet, en octobre, au moment où il y a plus d'épandage, et une en février. Et donc on a prélevé des urines, du sang, des poussières domestiques dans les foyers et des cheveux. Là, je vais vous montrer quelques résultats. Pour l'analyse des poussières, on avait, parmi ceux qui ont été détectés et qui pouvaient être quantifiés, on a pu observer des différences saisonnières pour ces pesticides, avec notamment des concentrations plus élevées au moment des forts épandages, donc en octobre. Et les concentrations les plus élevées observées, c'était pour la permétrine, qui est un insecticide qui est autorisé en usage domestique, mais qui est interdit en agriculture depuis 2000. Le boscalide et le cymoxanil, qui sont 2 fongicides utilisés notamment en agriculture. Il y avait notamment des différences de concentration entre les riverains et les professionnels qui ont été observés, avec des niveaux de concentration plus importants chez les professionnels, notamment de fongicides en octobre. Concernant les résultats sur les urines, elles allaient dans le même sens que pour les poussières. Pour les urines, on a pu analyser 4 métabolites de pesticides et on observait aussi des variations saisonnières avec une augmentation des intensités entre juillet et octobre pour 3 de ces métabolites et des diminutions des intensités entre juillet et février pour un métabolite du tébuconazole qui est un fongicide. Et il y avait pareil des variations entre riverains et professionnels avec une intensité beaucoup plus importante observée chez les professionnels. Et donc, quand on regardait les principaux facteurs qui jouaient sur ces niveaux d'exposition, on avait l'utilisation de pesticides dans le cadre professionnel, la présence d'arbres fruitiers au domicile et le fait d'être applicateur de pesticides. La proximité de culture, elle, n'expliquait au mieux que 5% des résultats, donc très peu. Ensuite, je vais vous présenter quelques résultats de la dernière étude CIGEXPO Métro, qui a utilisé des indicateurs géographiques pour essayer d'estimer l'exposition de la population de la métropole de Lyon. On trouvait que 25% de la métropole de Lyon a une surface agricole, présente une surface agricole, et 36% de la population réside à moins de 300 mètres de culture agricole, ce qui n'est pas négligeable. Il y a un peu plus d'un tiers de la population qui est proche de culture. Donc là, je vous ai fait un panel sur nos études au niveau local. Et maintenant, je vais conclure sur les liens qu'on connaît entre ces expositions en population générale et les risques de cancer. Donc, ce qui a été particulièrement étudié, c'est les expositions des enfants, car ils sont vulnérables aux expositions chimiques, notamment parce qu'ils ont une consommation plus élevée d'aliments et d'eau par kilogramme de poids corporel par rapport aux adultes. Ils sont moins aptes à métaboliser et à éliminer des produits chimiques.
Et bien sûr, la période in utero est une période particulièrement critique pour l'exposition à ces pesticides. Les enfants peuvent être exposés de différentes manières par leurs parents, au moment de la grossesse par la mère, les expositions professionnelles des parents, l'utilisation de pesticides domestiques. Et on s'inquiète aussi de leur exposition quand ils sont petits, car ils ont tendance à mettre beaucoup d'objets dans la bouche et à ramper sur le sol, et donc peuvent ingérer des poussières domestiques de manière assez importante par rapport aux adultes. Et donc, l'expertise collective de l'INSERM, qui a conclu en 2021, donc elle portait sur les liens entre pesticides et effets sur la santé, elle montrait le lien entre des expositions des parents pendant la période prénatale aux pesticides, donc soit dans le cadre professionnel, soit dans le cadre domestique, juste usage de domestiques pendant la grossesse, et différents cancers, donc les leucémies et les tumeurs cérébrales. Et elle montrait également des liens entre les expositions aux pesticides pendant l'enfance, donc d'origine professionnelle des parents ou d'usage domestique dans le foyer, et pareil, des liens avec les leucémies et les tumeurs du système nerveux central. Cependant, ça se basait essentiellement sur des études épidémiologiques, et on était incapable d'identifier des substances responsables de ces résultats. Quelles sont les substances spécifiques qui jouaient sur ces associations retrouvées. L'autre résultat important en population générale de l'expertise collective de l'INSERM, c'était la présomption forte d'un lien entre exposition au chlordécone de la population générale et le risque de cancer de la prostate. Donc il y a aussi une présomption forte en contexte professionnel, mais c'est la même chose au niveau de la population générale. Et ces résultats se basent sur les études menées aux Antilles, puisque le chlordécone a été utilisé dans les bananeraies, en Guadeloupe, en Martinique, et c'est un organochloré, donc c'est un persistant dans l'environnement. Et malgré son interdiction en 1993, ces zones-là sont encore contaminées à de forts niveaux de chlordécone, et donc il y a un risque pour ces populations. Et l'ANSES et le Santé publique France mènent des études en ce moment sur les niveaux de contamination de ces populations pour mettre à jour les recommandations et essayer de réduire les expositions. Il y a d'autres effets suspectés que l'expertise collective évoquait, avec notamment le sein et les cancers du testicule et d'autres, mais il n'y a pas encore assez de données pour conclure. Et d'autres effets ont été également montrés entre exposition aux pesticides de la population générale et santé, c'est des troubles du développement neuropsychologique et moteur de l'enfant. Il y a une présomption forte qui a été évaluée par cette expertise dans le cadre d'exposition aux insecticides organophosphorés et aux pyrétrinoïdes. Donc, avec cette accumulation de connaissances, il devenait important de faire de la prévention auprès de la population. Et c'est pour ça que notre projet Sigexpo Métro Info se focalisait sur l'information des publics du territoire de la métropole de Lyon. Et l'originalité, c'était que c'était une démarche de co-construction d'une stratégie de transfert de connaissances, en se focalisant sur quelques cibles prioritaires. Donc, nous, on a choisi les collégiens, la communauté éducative, les femmes enceintes et jeunes parents, puisqu'il y a des liens montrés avec l'exposition des femmes enceintes et des jeunes parents et le risque de cancer pour les enfants, et le grand public intéressé par les questions. Et donc, il y a eu 2 niveaux de co-construction avec la métropole de Lyon et avec certains partenaires. Et on a abouti à une stratégie de transfert de connaissances avec l'aide notamment de l'agence COEM afin de mener une communication éco-responsable. Donc, ça aboutit à la campagne « Protégeons-nous des pesticides » qui est déployée au cœur de la métropole de Lyon par le Centre Léo Bérard avec l'appui de la métropole, du CLARA. Et on a pu développer donc, des supports de prévention adaptés à chaque cible, un dossier thématique, les pesticides, qui est disponible sur le portail Cancer Environnement. Si vous voulez avoir des supports, d'ailleurs, il y en a sur les stands à l'extérieur de la salle. Et enfin, à partir de décembre, une campagne digitale va être diffusée sur les réseaux sociaux sur ce sujet. Donc on a un kit de communication avec des supports pour les 3 publics cibles, et donc des affiches, des flyers.
et un calendrier éditorial avec la publication de textes qui vont se faire sur un mois là, qui va arriver, notamment sur Facebook, X et Instagram. Et enfin, bien sûr, cet événement auquel vous participez aujourd'hui, la soirée grand public sur pesticides et cancers, en collaboration avec le cirque et le Clara. Merci de votre attention. Eh bien, merci beaucoup à nos deux intervenantes. Peut-être qu'on va passer à la partie questions-réponses. Est-ce que vous auriez des questions à leur poser? Ou tout était super clair? Enfin, tout était très clair, mais vous avez peut-être des questions quand même. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces informations que vous avez données, très intéressantes. J'avais une question par rapport à l'étude qui a été faite, la dernière étude qui a été faite par Astrid Coste. Les données que vous nous avez transmises sont très vieilles. J'ai vu du 2006, du 2011, du 2014, on est en 2024. Est-ce que c'est parce que c'est les dernières ou est-ce que c'est très long pour avoir des études? Je me suis posé la question. Alors, si vous parlez des études nationales, parce que les études, oui. Si j'expo qu'on a menées, oui, sont un peu plus récentes. Les études nationales, en effet, pour l'étude EAT2, l'enquête alimentaire totale menée par l'ANSES, EAT3 va bientôt sortir, c'est l'année prochaine, il faut juste être un peu patient. Voilà. Oui, donc ça veut dire qu'elles ne sont pas faites toutes les années et il y a une durée qui est quand même assez importante entre chaque donnée. Ouais, donc après, les infos sur l'alimentation, il y a un contrôle qui est fait de toutes les denrées alimentaires par ailleurs. C'était juste les études de l'ANSES produites en plus. Donc c'est pas... Voilà. Il y a une surveillance qui est faite quand même sur l'alimentation en permanence. Hein. Merci. Voilà. Alors, moi, j'avais l'habitude de dire qu'en Chine, toutes les eaux étaient polluées. Mais est-ce que j'ai bien lu qu'en France, du coup, c'est la même chose? En tout cas, il y a des résidus de pesticides dans la plupart des eaux de surface et puis des eaux souterraines également. Mais des résidus, c'est des traces, hein, c'est pas forcément des niveaux très élevés, mais oui. Et donc sur l'eau, vous avez réussi à établir des correspondances entre les résidus de pesticides et les risques accrus de cancer, ou c'est encore trop difficile à dire? Alors, moi, je n'ai pas travaillé là-dessus, en tout cas. On n'a pas d'études prévues non plus pour l'instant là-dessus. Parce qu'en effet, c'est difficile d'avoir ces données d'exposition, savoir à quel niveau on est contaminé dans les sujets qu'on a, on aura du mal à le faire. Mais c'est des choses qui sont envisagées, je crois, pour d'autres études, pas sur les pesticides, mais sur d'autres études. Oui, vous avez montré du coup que l'étude de l'INSERM, en particulier en 2021, avait été un peu un point de départ aussi de campagne de sensibilisation, la campagne que vous menez. Est-ce qu'il y a d'autres campagnes qui sont menées en France? Est-ce que ce qui se passe à la métropole, c'est ou pas, pour avoir un peu une idée de la prise de conscience? Je sais que Santé publique France affiche sur son site des recommandations par rapport à l'exposition, etc. L'ANSES aussi a sur son site plein d'informations grand public sur l'exposition aux pesticides. Donc on peut après, je sais pas, je ne pourrais pas dire s'il y a des campagnes de prévention vraiment prévues sur ce sujet par ces institutions. Je ne peux pas paraître. Peut-être je profite d'avoir le micro. En fait, j'avais une deuxième question.
Je me demandais, puisque vous avez cité dans les monographies, notamment le travail du cirque sur le glyphosate, et je crois que c'est un peu le moment où le cirque est devenu une institution publique pour beaucoup de gens, je me demandais si comment la position du cirque sur le glyphosate est-ce que ça avait changé des choses pour cette institution dans son rapport avec d'autres agences. Enfin, on avait compris que c'était possiblement assez conflictuel, en fait, cette position du cirque sur le glyphosate par rapport à d'autres acteurs qui avaient été assez critiques. Est-ce que ça a eu des conséquences sur le fonctionnement du cirque ou pas du tout? Merci pour cette question et je vais répondre en anglais et Clément traduit pour moi. I think the question was that did this glyphosate evaluation, which of course received much press and a lot of attention, did that negatively impact our partnerships or our other work that we were doing and the methods that we were using? In my view, I arrived after the glyphosate evaluation. I've been here for 6.5 years, and the monographs and IARC have taken a very firm approach to responses about how we've done our work, how we collaborate with the experts who come to our meeting, and how we communicate what we do. We have tried to do I'll do one last thing. We've tried to communicate more clearly than perhaps we did in the past. Marie est en train de dire que l'histoire du glyphosate poursuit une certaine répercussion. Alors notamment, elle, d'abord, elle est arrivée après l'histoire du glyphosate, puisqu'elle est là depuis 6 ans et demi. Donc c'était après, puisque c'était 2015, la sortie du rapport. Mais par contre, ça a eu une répercussion sur la manière dont on communiquait. Ça nous a permis au sein du cirque d'essayer d'expliquer de manière un petit peu plus détaillée ce qu'on faisait, la manière dont on le faisait, comment on travaillait avec les experts, quel type d'évaluation on pouvait faire. Parce que les monographies étaient auparavant, pardon là c'est moi qui parle, réservées véritablement à un groupe d'experts. Et on s'est dit qu'au final, peut-être il était intéressant de pas vulgariser ce qu'on faisait, puisque ça reste une publication scientifique, mais plutôt essayer de vulgariser l'approche pour que les personnes puissent comprendre quel type d'évaluation était mise en place. Sorry, I went. C'est très bien, oui. Oui, bonjour. Alors nous, on représente l'association Nous voulons des coquelicots qui demandons l'arrêt des pesticides de synthèse. Voilà. Et localement, nous, on est basé sur le Beaujolais. Et donc, à cette occasion, on avait une question un peu précise sur l'étude de Sigexposome, puisqu'elle a été faite auprès des riverains du Beaujolais, surtout les riverains de la viticulture. Et on avait pris rendez-vous avec vous il y a quelques années déjà, avec le centre Lyon-Bérard, pour avoir les résultats de cette étude. Voilà. Et à l'époque, on nous avait répondu que les échantillons étaient encore dans les frigos. Donc l'étude date de 2016-2017. On a vu quelqu'un donc à Léon-Bérard, c'était le professeur Cartier, je crois, en septembre 2021. Et donc il n'y avait pas encore eu de recherche. Et donc si j'ai bien compris, les recherches sont faites maintenant. Donc j'ai vu les échantillons de poussière et d'urine, mais le sang et les cheveux, maintenant, c'est fait aussi ou voilà. Donc, en effet, quand on s'était rencontrés, à ce moment-là, les poussières étaient encore en analyse. C'était en cours, mais ce n'était pas terminé. Donc là, oui, les poussières, c'est terminé et il faut encore analyser les cheveux. Ça... Et vous pourriez nous le communiquer quand on aura les... Okay. Et juste pour extrapoler plus largement, moi je me pose la question de est-ce que ce genre d'études fait vraiment avancer les choses? C'est des études qui coûtent très cher. Alors, je crois que Sigexposome, c'était 500 000 € d'argent public. Et il y a Pestiriv, il y a plein nationalement, voilà, ça arrive, ça prend du temps, tout ça. Et moi, la question principale que j'ai, c'est que j'ai l'impression qu'on est obligé de s'habituer aux substances chimiques qui agressent, qui donnent des cancers. C'est-à-dire, voilà, j'ai l'impression qu'on renverse les choses. C'est-à-dire que si des grandes organisations comme vous
pouviez pousser dans le sens d'interdire certaines substances, parce qu'on le sait que voilà, il y a le chlordécone qui est interdit, mais il y en a d'autres qui sortent et qui vont sans doute être interdites à terme. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on est obligé de se protéger, nous, alors que le truc principal, c'est que on empoisonne la planète, l'eau et tout ça. Voilà. Alors, peut-être que Béatrice peut compléter, puisque c'était elle qui était responsable du projet là-dessus. Merci pour ces questions-là. Et effectivement, cette étude SIC-Expo, Métro, SIC-Exposome, sont des études importantes pour mieux comprendre aussi quelle est en France l'exposition de la population générale. Et je tiens ici à remercier tout particulièrement la métropole de Lyon et aussi la région et le Cancéropole pour le soutien à cette série d'études qui sont très importantes pour progressivement comprendre les données d'exposition, puisque, comme Astrid Coste a expliqué, on connaît essentiellement, et le CIRC base essentiellement ses classements sur les données d'exposition dans le milieu professionnel. Et on se rend compte aussi, non seulement en France, mais aussi dans d'autres pays, la population générale est exposée aux pesticides et dû à la multiplicité des substances, c'est assez compliqué l'étude. Et donc toute la série SIC-Exposome, SIC-Expo Métro, SIC-Expo Métro Info étaient des études très importantes pour mieux comprendre comment est exposée la population générale. Et la prévention, et donc votre question me mène à mes mots de conclusion, puisque ces échanges et votre présence ce soir ici, c'est très important dans la prévention qui est comprendre les facteurs de risque et l'effet des expositions et agir sur ces facteurs sur lesquels on comprend qu'il y a probablement un souci aussi, un impact sur la santé. Et donc, les études qui ont été présentées participent à la compréhension des facteurs, mais on va au-delà avec une soirée comme celle aujourd'hui et toute la série d'échanges qui réunit le CIRC et le Centre Léon Bérard pour échanger sur ces sujets avec le grand public, pour faire le transfert des connaissances et assurer le continuum de la prévention et pouvoir rendre accessibles nos données scientifiques aussi au grand public. Et puis, d'autre part, on a travaillé avec la métropole sur le programme SIC-Expo Métro Info, et je tiens à remercier aussi particulièrement Emeline Girard dans l'équipe sur son implication dans ce travail de transfert des connaissances et toute la série des fiches d'information à destination d'une part le grand public, mais aussi les acteurs des politiques publiques, puisque les acteurs des politiques publiques, ce n'est pas des scientifiques, ils ne vont pas lire des publications scientifiques. Et donc, dans les travaux et dans les échanges, on s'est rendu compte qu'il y a souvent un gap, soit temporel, soit de connaissances, entre ce que les chercheurs produisent et ce qui est accessible pour les acteurs des politiques publiques. Et donc, dans ce contexte-là, avec aussi l'implication du CLARA, le Cancéropole CLARA, pour lequel ce lien avec les acteurs des politiques publiques et des territoires est quelque chose de fondamental dans l'ADN, qu'il faut aller plus loin, qu'on ne peut pas s'arrêter en tant que chercheur, de dire j'ai fait ma publication scientifique, j'ai fait ce qu'il fallait faire, mais d'avoir ce lien avec les acteurs du territoire. Et dans la prévention, on distingue en fait 3 piliers de la prévention, qui sont les approches systémiques et les politiques publiques, qui sont les approches en population générale et qui sont les approches vers des personnes particulièrement concernées par un facteur de risque. Et donc on connaît aujourd'hui bien dans le tabagisme qui a eu la loi E20 qui interdit la publicité dans le tabac. Il y a des messages en destination du grand public et les consultations de sevrage tabagique sont remboursées pour les particuliers. Ce même trépied est aussi à construire et à renforcer pour les expositions environnementales dans les pesticides, à travailler
avec les politiques publiques, avoir des approches systémiques, comme la loi Labbé que Astrid Coste vient de présenter, et qui va restreindre déjà l'accès à l'achat des pesticides, mais il reste des pesticides accessibles, notamment dans tout ce qui est les traitements d'insectes anti-moustiques, anti-mites, etc. De travailler avec la population, donc le projet SIC Expo Métro Info, de traduire la connaissance en fiches info est une étape importante. Et puis, envers les populations en risque, et je pense plus particulièrement chez nous, les patients qui ont été exposés, de leur permettre d'accéder à leurs droits par des... je vois que... Oups, je disparais. Pour leur les aider à accéder à leurs droits par des reconnaissances en maladie professionnelle, mais aussi, il y a maintenant, au niveau national, le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides. Certes, ça ne répond pas à votre question, comment on sort ces pesticides qui sont là dans l'environnement et que l'industrie est effectivement sort de nouvelles molécules. Et donc, on va faire continuer les études sur ces sujets-là et continuer à partager l'information qui était une étape importante dans la prévention. Donc, je remercie à nouveau tous ceux qui ont contribué à cette soirée, qui ont contribué aux études. Et j'ai vu que Pascal Blanchard, qui était un acteur important dans ses travaux avec la métropole, nous a rejoints. Et je crois que vous souhaitez dire quelques mots en conclusion de cette soirée. Et merci d'être là avec nous pour les échanges, ainsi que vos équipes. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Alors, merci Béatrice. C'est toujours un plaisir de vous voir et au fil du temps, je trouve que le travail devient de plus en plus affûté entre effectivement les scientifiques et puis les politiques. Alors je ne parlerai pas de tous les politiques, mais en tout cas de ce que je fais avec mes quelques collègues à la métropole de Lyon. Je pense à Pierre Athanase, qui est vice-président à l'environnement, Anne Gros-Perrin, qui est en charge l'agence de l'eau, Jérémy Camus pour l'agriculture, et puis Émile Baume qui est à l'économie, et moi-même qui est en charge des politiques de santé, et principalement de santé préventive, puisque ça n'est pas de notre ressort que de gérer le sanitaire. Et c'est à ce titre que nous sommes en relation permanente, parce que c'est vraiment un travail et une collaboration sur du long cours avec le CIRC, le CLARA, le Centre Léon Bérard et tous ces scientifiques qui travaillent pour en arriver à des conclusions telles que celles qui vous ont été présentées ce soir. D'habitude, j'ai un discours qui est relativement convenu. Je remercie, je me félicite de cette collaboration et je me dis que, voilà, le job est fait. Je viens de passer 2 heures avec ma collègue Anne Gros-Perrin, qui est vice-présidente, je vous l'ai dit, à la métropole, de l'agence de l'eau. On est d'accord, j'imagine que si vous êtes venu écouter les propos des intervenants de cette conférence, que c'est un sujet qui vous intéresse, qui vous tient à cœur. Sinon, vous seriez chez vous à faire de tas d'autres choses très intéressantes. Je suis vraiment en colère. Je vous invite à aller rapidement, quand vous en aurez le temps, sur vos téléphones ou sur vos ordinateurs, voir les dernières publications de... Alors, il y a France 3 Région, à propos d'un territoire juste à côté d'une autre, où il se demande si bientôt l'eau sera encore potable. Je ne vais pas vous faire une énumération de toutes les saloperies qu'on nous met dans notre eau, sur notre terre, dans notre air, dans les assiettes de nos gosses. Je ne veux pas non plus faire dans le catastrophisme, mais c'est une catastrophe. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu un monsieur qui a dit « c'est de l'argent public, on met des sous,
Là, j'ai pas votre talent, je ne parviens jamais à prononcer à la suite le Sigexpo, le Sigexpo Métro et le Infométro. Oui, je sais pas, c'est pas moi qui ai choisi les noms. Alors là, pour le coup, c'est un truc de scientifique surtout, je pense. On met beaucoup d'argent. Oui, on met beaucoup d'argent. Et on continue, vous savez, avec ce scandale des perfluorés dans la vallée de la Chimie. Hein, juste au sortir de l'agglomération, là. Ce que l'on balance dans le Rhône, dans l'eau, qui sera bu, hein, qui sera bu. Ce que l'on balance dans l'air, on avance tous les jours en découvrant de nouveaux délits commis par ces industriels. Il se trouve qu'entre eux et nous, on a la puissance de l'intelligence, il y a cet engagement qui est celui des scientifiques, il y a l'engagement des citoyens, et ne serait-ce que pour avoir envie de protéger nos gosses, nos vies et celles des gens qui nous importent. En face, il y a un lobbying d'une puissance que vous ne pouvez imaginer. Le premier travail sur les PFAS, je vous regarde, Pierre, ça a commencé il y a un an et demi qu'on a commencé à se dire il faut qu'on engage quelque chose. Ça va être long encore. Puis ça va être cher, très cher. C'est votre argent. C'est l'argent des gens. Les gens qu'on empoisonne, on leur prend leur argent, enfin, vous contribuez à ce qu'on fasse des recherches pour qu'un jour ça s'arrête. Et je crois que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Et parce que ce n'est pas aux scientifiques. Quand vous dites pourquoi les scientifiques, vous ne faites pas remonter les choses là-haut. Mais ils le savent. Vous imaginez quoi? Rien, j'imagine. Si vous êtes là, c'est que vous savez bien qu'on nous bidonne. Pardon, hein, c'est violent et voire peut-être même un peu vulgaire la façon dont je m'exprime là, mais c'est le résultat d'une colère quand j'apprends encore tout à l'heure qu'on va probablement devoir dépenser plusieurs dizaines de millions vers Pierre-Bénite, Saint-Fond, parce qu'il va falloir diluer un peu l'eau, parce qu'on arrive au-delà de certaines limites qui sont acceptables. Et quand je dis acceptable, c'est par la loi. Et la loi, elle est plutôt généreuse. Plutôt généreuse. Et puis il y a des politiques qui font le boulot contraire. Qui, eux, se disent ouais, mais c'est de l'économie. Et c'est vrai, c'est de l'économie. Pourquoi Emeline Baume, la vice-présidente à l'économie, fait partie de ces 5 élus qui se battent avec Bruno Bernard, qui financent des recherches? C'est parce qu'on pense qu'on ne peut pas s'exonérer de la considération du personnel. Arkema, c'est 1000 personnes. Hein. Faire fermer une usine de 1000 personnes, en imaginant qu'on y parvienne, c'est 1000 chômeurs. Et on nous le dit très clairement. Hein. On nous dit, allez-y. Si vraiment vous nous cherchez trop, vous savez, la vallée de la chimie, on peut en faire d'autres. Hein. Et puis, il n'y a pas que des vallées en France. On peut aussi externaliser. Et là-bas, on ne nous embêtera pas. Quoi. Donc, on est obligé de prendre ça en considération. C'est-à-dire, par la loi, mais une loi qui est suffisamment tactique pour qu'on ne mette pas des gens au chômage. Donc, ça veut dire qu'il faut les obliger à travailler proprement. Et comment on dit à l'industrie chimique de travailler proprement? Et c'est en étant là, c'est en faisant le travail que vous faites, vous les scientifiques, c'est en faisant le travail que certains politiques font. Et là, je ne suis pas en train de venir chercher des suffrages. Vraiment, je vous le dis, c'est vraiment le citoyen qui, comme vous, est en colère, parce que mes enfants sont grands, mais ils ont encore quelques belles années à vivre. J'ai des petits-enfants, et je trouve inacceptable qu'avec tout ce que l'on peut dépenser pour mettre en place des arguments suffisamment consolidés pour pouvoir se présenter devant les tribunaux, et bien justement, aujourd'hui, avec tout ça, au bout d'un an et demi, on a obtenu un référé du juge qui va désigner des experts. Et éventuellement démontrer que le lien de causalité entre
perturbateurs endocriniens, PFAS, pesticides et cancers. Faut voir, il y a d'autres publications. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce travail ensemble, pour que le grand public soit informé. Et comme le disait Béatrice Fervex, oui, les gens comme moi et les non-experts, on ne sait pas lire les monographies. Donc, on a fait aussi ce travail de vulgarisation, pour que tout un chacun puisse le comprendre. Et je vais en terminer là, parce que j'imagine que ça fait un petit moment maintenant que je parle. Ça va mieux, moi. Hein. J'espère vous avoir transmis un peu quand même de cette colère. Indignez-vous, mesdames et messieurs, indignez-vous. Faites de la politique pour vos enfants, mais une politique citoyenne. Manifestez-vous, dites-le chaque fois que vous pouvez et essayez de convaincre les autres. On nous empoisonne. C'est un scandale. Alors peut-être qu'on ne va pas tous mourir du cancer. Hein. Enfin quand même, je trouve que c'est un pari pas très engageant. Merci de m'avoir écouté. Et puis je vous livre ça parce que c'est aussi de votre responsabilité que de diffuser aussi une contre-information quand on a en face de soi des monstres milliardaires et qui ont un pouvoir de contredire ce que les citoyens peuvent dire. Bonne soirée, mesdames, messieurs. J'espère que je ne vais pas plomber l'ambiance. Hein. Oui, merci, bonjour. Moi, j'ai envie de continuer là-dessus. Je suis ravi de ce que je viens d'entendre, parce que politique citoyenne, c'est ce qu'on fait, nous. Je vais revenir un peu sur l'agricole. Maintenant que l'on sait depuis 1962 et le printemps silencieux de Rachel Carson que les pesticides de synthèse s'attaquent à tout le vivant. Maintenant que l'on sait que l'usage contrôlé des pesticides agricoles est une fiction écrite par les fabricants et leurs lobbies. Maintenant que de nombreuses pathologies graves sont reconnues comme des maladies professionnelles chez les agriculteurs. Maintenant que l'on sait que les malformations prénatales sont plus nombreuses si les parents travaillent avec des pesticides. Maintenant que l'on sait que les enfants qui habitent au cœur des vignobles ont plus de leucémie aiguë que les autres. Maintenant que l'on sait que les quelques mètres de zone de non-traitement ne protègent personne, sauf peut-être les vendeurs de pesticides des conséquences de l'inquiétude croissante des riverains. Maintenant que l'on sait qu'on retrouve des pesticides dans presque toutes nos urines, dans presque tous nos cheveux et dans les cordons ombilicaux des bébés. Maintenant que l'on sait que les effets cocktails de ces molécules ne sont jamais évalués. Maintenant que l'on sait que notre système de protection sociale ne pourra pas supporter une hausse continue des maladies liées à des perturbations hormonales et nerveuses. Maintenant que l'on sait que la problématique des pesticides ressemble comme une sœur à celle de l'amiante avec son cortège de victimes et ses 100 000 morts annoncées. Maintenant que l'on sait, ne serait-il pas l'heure de passer à autre chose? L'utilité de la prévention, on en a beaucoup entendu parler ce soir, n'est pas discutable. Mais elle peut nous enfermer dans une acceptation fataliste de la présence de ces poisons mortels. Nous pensons, nous, que des organismes comme le vôtre devrait porter un discours sans ambiguïté auprès des pouvoirs publics, celui d'une demande d'interdiction claire de toutes les molécules dont l'innocuité n'est pas prouvée. Qui est mieux placé que vous pour le faire auprès des pouvoirs publics ? Merci beaucoup. Prends bonne note. Merci à tous surtout d'être venus et d'avoir partagé ce moment avec nous. L'idée est qu'on va pouvoir passer, il y aura un petit cocktail pour manger quelques petites choses et pouvoir continuer la discussion tous ensemble dès que vous sortez de l'auditorium. Je tiens à remercier bien entendu le Centre Léon Bérard, bien entendu le Clara qui nous offre d'ailleurs le petit cocktail. Et bien entendu Mary et Astrid pour nous avoir éclairé un petit peu plus sur cette thématique ô combien importante pour nous et pour les générations futures. Je finis sur un petit truc pour vous dire qu'on aura une autre manifestation qui va se dérouler ici le 13 décembre dans le cadre, alors vous avez peut-être entendu parler, il y a un truc qui s'appelle le Festival de Santé Mondiale qui va se dérouler à Lyon entre le 9 et le 20 décembre. Et à partir de ce festival, nous, on aura ici un festival de courts-métrages sur la santé pour tous qui est organisé en collaboration avec nos collègues de l'OMS et de l'Académie de l'OMS,
et qui se déroulera ici le vendredi 13 décembre à partir de 18h, auquel vous êtes naturellement conviés. Il vous suffit de scanner le QR code qui est sur l'écran ou de vous rendre sur Internet, vous le trouverez quelque part pour pouvoir vous inscrire. Merci encore d'avoir été là, merci encore d'avoir participé, merci encore pour toutes vos questions pertinentes et j'espère à très vite. Au revoir.